Dans cette vidéo, je vais vous faire le récapitulatif des multiples conseils que l'on a pu me donner au fil des années pour aborder le format compétitif. Bien évidemment, ces conseils ne viennent pas de moi, vous savez à quel point je suis un bon compétiteur, et ça serait du mensonge que de vous dire que c'est mes propres conseils, ou alors si c'était les miens, ça serait des mauvais conseils parce que je suis pas très bon à ce jeu. Du coup, j'ai plein de copains qui ont pu me donner leur avis sur la question, des gens qui jouent très bien, beaucoup mieux que moi, qui font beaucoup de compétitions toute l'année, qui vont dans beaucoup de GT, voire qui sont allés à l'autre bout du monde faire de la compète, et j'avais envie de vous donner mon avis, leur avis, et surtout leurs conseils pour pouvoir aborder le format compétitif, ou du moins en jeu égal, lorsque vous êtes un débutant, ou du moins vous avez envie de mettre un premier pied dedans, et que vous êtes un petit peu novice, quoi. On est de plus en plus nombreux à vouloir se lancer dans un format de jeu compétitif, sans rentrer dans l'ultra-boucherie non plus. Je remarque qu'on a de plus en plus tendance à vouloir jouer en jeu égal, c'est mon cas, de façon équilibrée. Et pour les nouveaux qui aimeraient se lancer à fond là-dedans, j'ai quelques conseils pour vous. Bien évidemment pas les miens encore une fois, D'ailleurs, donnez-moi les vôtres dans les commentaires, je serais ravi de les lire, parce que moi-même je commence à faire 2-3 compètes, je vais en faire un petit peu plus régulièrement, sans pour autant me lancer à fond dedans, mais j'aimerais bien progresser, donc n'hésitez pas à me donner les vôtres, je suis sûr que ça sera très intéressant. Au passage, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre le petit pouce bleu, rédiger votre meilleur commentaire comme d'hab, vous avez l'habitude. Et si vous voulez tout le contenu des vidéos sans pub, il est disponible via Tipeee. Toutes les vidéos sont repostées sur la plateforme Tipeee, dans les news, avec tout le contenu, sans aucune publicité YouTube. Et ça fait bien plaisir, parce qu'on sait à quel point on n'aime pas la publicité. Le premier conseil, c'est de savoir dans quel environnement vous voulez jouer. En amical, en jeu égal, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je joue moi au studio, le jeu compétitif, donc le jeu à un niveau un petit peu au-dessus, et le jeu ultra compétitif où le principe c'est de venir égorger des chèvres et de n'avoir aucune pitié pour son adversaire. Mode de jeu qui d'ailleurs se défend complètement, même si ça n'est pas le mien. En effet, je me rends compte que on peut vite se retrouver face à des joueurs qui jouent totalement un autre jeu, et ça m'est beaucoup arrivé, et ça m'est encore arrivé récemment, et pourtant je connais quand même, ça fait quand même quelques années que je fais des parties, j'avais fait quelques tournois, mais c'est vrai que dès qu'on parle d'un format un petit peu plus compétitif, on va très vite se retrouver dans des sphères qui sont pas du tout les mêmes quand on a l'habitude de jouer avec ses potes dans son garage. Donc je vous conseille de vous accorder avec votre joueur, la personne avec qui vous êtes, et avec qui vous voulez développer un aspect un peu compétitif ou quoi, et de regarder vos listes ensemble, de les décortiquer de manière à savoir ce qui va être beaucoup trop fort, ce sur quoi vous allez buter pour la dégager de la carte. Enfin, ce genre de choses, c'est important de savoir en tout cas dans quel environnement de jeu vous êtes, parce que sinon ça peut très vite devenir une purge lorsque vous faites des parties contre quelqu'un qui est à 12 niveaux au-dessus de vous. Et ça, encore une fois, là aussi, par expérience personnelle. Conseil numéro 2, c'est d'avoir conscience de l'engagement et donc du changement fréquent de la méta et des règles du jeu. C'est super important parce que ça va extrêmement vite, un petit peu à la manière d'un jeu vidéo en réseau comme un Call of Duty ou ce genre de choses. Bon, là, ce sont des jeux où on n'a pas besoin de racheter quelque chose, donc on s'en rend moins compte, on va simplement changer d'armement, changer d'équipement, ce genre de choses, comme World of Warcraft par exemple. Par contre, sur les jeux de figurines, le problème c'est que pour s'adapter aux nouvelles règles, à la nouvelle méta, etc., là on va avoir besoin de constamment revoir ses listes d'armées, et donc on va avoir besoin d'énormément de temps investi, que ce soit dans la peinture, dans l'analyse de notre liste, de notre future nouvelle armée, des listes contre lesquelles on va faire de la compétition. Donc il faut se rendre compte de l'engagement en termes de temps et d'énergie que ça peut prendre, et il faut surtout le faire dans un bon état d'esprit, sinon ça peut très vite devenir quelque chose de contraignant et qui pourrait tout simplement vous dégoûter de faire un format compétitif, parce qu'on n'était pas prévenu de ce qu'on allait devoir prendre en compte pour pouvoir évoluer dans ce milieu-là. En 3 d'ailleurs, il faut prendre en compte tous les paramètres dans la lecture de vos règles. Fiches techniques, stratagèmes, optimisation. Parfois, une règle seule ne sera pas intéressante. Je m'en suis rendu compte sur beaucoup de datasheets. Mais mise bout à bout avec d'autres choses, ça peut tout changer. Un personnage qu'on va trouver un peu inutile tout seul, d'un coup, lorsqu'il va lead une unité, il va devenir beaucoup plus intéressant. Lorsqu'on va coupler éventuellement cette unité et ce personnage avec des stratagèmes et des optimisations, ils vont devenir encore plus intéressants. La plus grosse combo, si je puis dire, et ça n'est pas la plus grosse, mais en tout cas l'exemple que je pourrais vous citer en premier, c'est l'exemple du chaplain à réacteur dorsal, que je ne jouais pas avant parce que je voyais pas trop l'intérêt, couplé à une escouade de réacteurs dorsaux de Space Marines Primaris d'assaut, que je trouvais eux non plus
pas complètement fumé ni énormément impactant. J'aurais plus eu tendance à aller jouer par 5 avec un capitaine. Et ben là, dans ce cas-là, lorsque vous couplez ça avec des stratagèmes comme celui de la grenade, plus l'optimisation en libérateur qui vous permet d'avoir un frappe en premier sur un personnage et donc sur son unité, et ben d'un coup, le chaplain réacteur que vous pouvez équiper d'un gantelet avec cette optimisation-là dans le bon pack de figurines qui lui-même, lorsqu'il impacte au corps à corps, va faire de la blessure mortelle en plus de l'unité qui le fait aussi, et bah bout à bout, toute la combo, merci Bijorn pour la combo au passage, parce que c'est le copain qui me l'a donné, mais c'est vrai que là je me suis vraiment rendu compte de, waouh, indépendamment, les choses sont pas folles, et en fait, mises ensemble, bah, ça devient complètement différent. Et ça c'est super important de savoir, pas lire entre les lignes, parce qu'il faut pas avoir fait Saint-Cyr, être sorti de Saint-Cyr ou avoir fait Mathsub pour comprendre, mais je veux dire, il faut vraiment aller plus loin que, tiens, cette unité, il y a que ça comme compétence, elle est nulle. Non, il faut reprendre tout dans sa globalité. Les optimisations, les stratagèmes, les règles spéciales, les détachements. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte et ça peut être un travail assez lourd, mais c'est important de le faire parce que sinon, on risque très très vite de se retrouver face à des adversaires qui, eux, auront capté toutes ces petites subtilités. Au passage, d'ailleurs, si vous voulez... avoir vos figurines à moins cher pour pouvoir changer régulièrement vos listes, Dieu sait que ça coûte de plus en plus cher, vous pouvez aller faire un tour chez MyHobbyPlace, c'est le partenaire principal de la chaîne, c'est grâce à vos achats via le lien dans la description que le studio peut encore continuer, et d'ailleurs pour vous remercier pour les plus engagés d'entre vous, si vous allez sur Tipeee et que vous prenez la plus grosse formule, mensuellement, vous avez la possibilité de gagner un chèque cadeau de 50 € chez MyHobbyPlace. Et ça fait bien plaisir parce que les figurines, ça coûte déjà très très cher. Merci à vous en tout cas pour tous ceux qui ont déjà répondu présent à l'appel. Tirage au sort à la fin du mois. En 4e place de ce petit tableau de conseils, il faut prendre en compte, ça, on rentre un petit peu dans les conseils justement que j'ai eu d'autres personnes, même si celui d'avant l'était aussi, mais là on rentre un petit peu plus dans le spécifique, enfin, moi dans quelque chose que j'avais vraiment pas assez... auquel je n'avais pas assez pensé. C'est prendre en compte les objectifs primaires. Mais c'est facile à dire, de dire faites gaffe, il faut tenir les objectifs, tenez-les. Non, ça va plus loin. Ça va plus loin parce que c'est un jeu auquel... ça n'est pas un jeu tout blanc, tout noir, ça n'est pas un jeu binaire. C'est un jeu pour lequel on va pouvoir très rapidement comprendre les mécaniques. On a compris qu'il fallait tenir les objectifs. Par contre, on n'est pas obligé de s'obstiner à le faire. Si on a une armée qui n'est pas faite pour, on va essayer de trouver des unités qui vont être faites pour reprendre les objectifs. Ou du moins, contester les objectifs pour empêcher notre adversaire de marquer. Si on ne peut pas tenir les objectifs, mais qu'on fait en sorte que notre adversaire ne les tienne pas non plus, peut-être qu'on score pas, et notre adversaire ne score pas non plus. C'est super important de prendre ça en compte, et au mieux, quand vous faites une construction de liste pour aller faire du compétitif, c'est de prendre en compte le fait de est-ce que j'ai de quoi tenir les objectifs? Est-ce que j'ai de quoi chasser les unités ennemies sur les objectifs? Est-ce que j'ai de quoi contester simplement les objectifs, c'est-à-dire avoir un meilleur objectif contrôle que celui de votre adversaire pour pouvoir nuller un objectif. Exemple, une escouade de 10 gargouilles tyrannides qui ont le droit d'arriver des frappes en profondeur, ils tirent et qui vont faire 6 de mouvement juste après. Et venir par exemple se mettre pile sur votre objectif avec beaucoup d'objectifs contrôle puisqu'ils sont 10 et qu'ils ont 2 chacun d'objectifs. Et ben on se retrouve couillé par une escouade qui coûte même pas 100 points, qu'on va tuer très facilement, hein, mais en attendant elle nous aura annulé notre objectif et au début de notre tour on sera marron. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte. Parfois on peut se dire ouais, je peux pas tenir les objectifs, je peux rien faire, je peux pas gagner. Bah si, en fait tu peux trouver d'autres mécaniques pour pouvoir briller dans une partie et ça passe pas uniquement par le fait de garder un objectif, ça passe par le fait de zapper les unités sur les objectifs. Autre exemple, les unités qui ont des bonus lorsqu'ils s'attaquent à des unités qui sont sur les objectifs. Je pense par exemple aux intercesseurs d'assaut qui ont la possibilité de relancer leurs blessures lorsqu'ils tapent une unité qui est à portée dans l'objectif. Ou encore les acolytes hybrides qui ont la possibilité avec leur pistolet lance-flamme d'avoir une relance des blessures lorsqu'ils tirent sur des unités sur les objectifs, ce qui les rend ultra meurtriers d'ailleurs. Donc ça c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte parce que c'est pas monomaniaque, on n'est pas dans ah si je tiens pas les objets je suis mort, si je suis pas un custodet sur un objet je suis mort. Bah non, c'est pas que ça. Les objectifs principaux, ce n'est pas uniquement tenir les objectifs. C'est savoir les reprendre ou savoir simplement les annuler à son adversaire. Et alors si vous arrivez à combiner les trois, eh ben vous avez gagné, j'ai envie de vous dire. Le 5e conseil, c'est prendre en compte les objectifs secondaires. Bien évidemment, on a fait les primaires, maintenant on fait les secondaires. Les secondaires, là encore une fois, c'est facile de dire les prendre en compte. Comment on les prend en compte? Moi, je parle là d'expérience personnelle, moi j'avais toujours tendance à me dire il me faut des unités à 50, 100 points grand max qui peuvent faire et qui peuvent repartir pour aller faire des objectifs. Ou des choses qui peuvent se projeter loin sur la map, j'ai pas peur de perdre. En fait, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça parce qu'en fait, les objectifs secondaires sont connus. Il faut faire en sorte de pouvoir tous les remplir au tour 1.
Nombre de fois où j'ai fait un tour 1 où il fallait aller au centre du champ de bataille et je n'avais pas la possibilité de le faire. Nombre de fois où j'ai fait un tour 1 où je devais avoir des unités sur les bords du champ de bataille à moins de 9 pour faire le confinement, il me semble, ou un autre nom d'objectif. Bref, vous m'avez compris. Et en fait, ça, ce sont des choses, une fois qu'on les a en tête, c'est très facile de mettre des contre-mesures, enfin du moins de mettre des choses en place pour pouvoir assurer ces objectifs secondaires. Vraiment, le plus gros que mon pote me disait l'autre jour, les plus obvious, on va dire, c'est celui du centre du champ de bataille. Ou celui où il faut être à moins de 9 pas des bords de la table pour pouvoir, en dehors de sa zone de déploiement bien évidemment, pour pouvoir scorer des points. Ça, c'est des points faciles. Si vous avez ça au tour 1, il vous suffit de sortir de votre zone de déploiement et d'être déjà sur le bord de la table et vous avez fait votre objectif. Si vous avez celui du centre du champ de bataille, il vous suffit d'avoir votre unité mobile bien au centre qui n'a plus qu'à se projeter sur l'objet ou avoir de l'infiltration, ce genre de choses. Voilà, il faut prendre en compte les objectifs secondaires de cette manière-là, dans le sens où, dans la partie, je vais piocher en moyenne. Si je joue en aléatoire, je vais choper dont certaines que je vais pouvoir me défausser pour en piocher d'autres, donc j'ai potentiellement plus de chances d'avoir encore plus d'objectifs secondaires. Quelles sont mes chances de les réussir ? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma liste et surtout à mon déploiement pour faire en sorte de remplir ces objectifs facilement. Et alors là, si vous arrivez à répondre à cette question, si vous arrivez à tout prévoir, parce que c'est un jeu basé un petit peu là-dessus, un peu comme un jeu d'échecs, prévoir tout à l'avance, voir tous ces mouvements et pas que sur un tour ou sur une phase, eh bien là encore une fois j'ai envie de dire vous aurez gagné. En 6ème position dans cette petite liste, je vous conseille d'adapter votre jeu au cas où si vous êtes le joueur 1 ou si vous êtes le joueur 2. Je me rends compte que les parties n'ont absolument pas le même impact, le même sens, il ne se passe absolument pas les mêmes choses dans une partie lorsque vous êtes joueur 1 et joueur 2. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous êtes joueur 2, vous allez arriver en frappe en profondeur avant le joueur 1. Quand vous êtes le joueur 1, vous allez arriver en frappe en profondeur avant le joueur 2. Puisque au tour 2, là où on a le droit de faire des frappes en profondeur, vous êtes le premier joueur, donc vous allez mettre des unités en plus sur le champ de bataille, en plus de celles de votre adversaire. Et donc ça à prendre en compte. Par contre, si vous êtes joueur 2, il faut aussi prendre en compte le fait, par exemple, d'un stratagème que tout le monde utilise régulièrement, c'est le stratagème de Rapid Ingress, qui permet à la phase de mouvement de notre adversaire de venir des frappes en profondeur. Et là, d'un coup, quand on est le joueur 2 et que le joueur 1 arrive justement à son tour 2 et qu'il balance des FEP, et vous aussi, vous avez la possibilité de le faire. Ou alors, même lorsqu'il termine un mouvement, vous avez la possibilité de faire un Rapid Ingress. Et ça change clairement le sens de la game. Lorsque vous faites une frappe en profondeur à votre tour 2 quand vous êtes joueur 2, vous allez profiter de vos unités beaucoup moins longtemps sur la game que quelqu'un qui va arriver pendant votre propre tour. C'est logique. Donc, c'est à prendre en compte. Autre chose d'ailleurs par rapport à ça, c'est tout ce qui est lié au scoring en fin de round et au scoring en fin de game. Il n'est pas du tout le même selon si vous êtes le joueur 1 et le joueur 2. Le joueur 2, lorsqu'on arrive au tour 5, va scorer tous ses points en fin de partie et non pas à sa phase de commandement. Et nombre de fois, je me suis retrouvé dans une partie en disant c'est bon, ça devrait le faire, je gagne de pas beaucoup, mais ça va le faire. Et en fait, il est joueur 2 et à la fin de son dernier tour, il me score énormément de points et l'écart se creuse ou du moins, je finis par perdre alors que je devais gagner ou alors je devais perdre de pas beaucoup et en fait, je me fais complètement enterrer. Donc ça, c'est ultra important à prendre en compte. J'ai tendance à croire de ce qu'on me dit, c'est que être joueur 2, à l'heure actuelle, à Warhammer 40 000 V10, c'est plus intéressant qu'être le joueur 1, mais c'est pas toujours le cas. Un joueur World Eaters va clairement préférer jouer en premier. Donc ça n'est pas une science exacte, mais en tout cas c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Si vous êtes le joueur 1, vous n'allez pas jouer de la même manière si vous êtes le joueur 2. Donc notez bien ce petit conseil. Et il faut bien prendre en compte aussi le fait de gérer vos renforts, vos unités embarquées, vos capacités de mouvement avant bataille, vos capacités d'infiltration, de redéploiement, de retour en renfort, parce que tout ça, ça va vous donner des clés pour pouvoir scorer plus tard dans la partie, revenir dans la tronche de votre adversaire, l'empêcher de se déployer là où il veut. Lorsqu'on a de l'infiltration, ça veut dire qu'on peut se mettre en dehors de sa zone de déploiement. Et bien ça veut dire que votre adversaire, lui, ne pourra pas le faire si vous vous infiltrez en premier, parce que il doit terminer son placement à plus de 9 d'une unité ennemie. Donc il vous suffit, si vous avez une unité d'infiltration et que vous la mettez au centre du champ de bataille, votre adversaire, lui, il peut pas le faire si vous vous infiltrez avant lui. Donc ça, c'est important à prendre en compte aussi. Les capacités de redéploiement sont assez intéressantes aussi, même si elles ont un petit peu perdu, parce que maintenant, on se redéploie avant de savoir qui a le premier tour, alors qu'on aimerait un peu plus savoir qui a le premier tour pour pouvoir vraiment évaluer si on se casse ou si on revient, ou si on reste. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Les unités embarquées, les unités en renfort, c'est super important aussi, parce qu'il faut prendre en compte que lorsque ça débarque, ça peut pas toujours charger, ça peut pas toujours faire ce qu'on veut, donc il faut faire attention à ça.
Et il faut faire attention aussi à ces renforts, qu'ils soient stratégiques ou les frappes en profondeur, parce que si vous mettez trop de choses hors table, vous allez peut-être vite manquer de ressources. Inversement, si vous mettez trop de trucs sur la table, vous allez manquer d'impact pour aller piquer votre adversaire à un endroit clé, ou du moins aller faire des objectifs secondaires. Et si, comme moi, vous avez besoin de parler comme Julien Lepers pendant 3 heures, ou du moins que vos parties sont trop cérébrales parce que ça casse la tête Warhammer 40 000, je vous conseille de boire Oli. Ça m'a sauvé la vie pendant mon dernier tournoi parce que j'ai bien cru que j'allais mourir à 3 parties dans la journée. C'est des boissons énergisantes, sans sucre, sans taurine. Et ça fait du bien à votre santé et ça m'a évité de boire encore 1 litre de café sur la journée et ça c'est très très bien. Vous avez plein de petits codes promo dans la description. Allez, j'enchaîne avec les derniers conseils qui sont bons. Ce sont des conseils que je vais vous donner moi parce que ça c'est moi, c'est plutôt du ressenti, des conseils un peu bonus. Utilisez en 7ème position, utilisez les bons outils pour vous entraîner pour faire des parties. Il y a des tas d'applications développées, notamment la dernière que j'ai trouvé très très cool, que je connaissais pas assez, mais que là j'ai un peu plus découvert en profondeur depuis que je fais des parties un peu plus compétitives. C'est Tabletop Battles, que vous pouvez retrouver sur le Play Store, etc. C'est une application qui vous permet de faire le suivi de vos parties, c'est-à-dire vous commencez la partie, vous allez vraiment sélectionner vos 2 armées, vous allez mettre votre nombre de points de commandement, chaque tour vous allez pouvoir sélectionner vos objectifs aléatoirement ou alors les prendre en fixe. C'est super bien fait, ça ramène le score à sur 20 si vous voulez jouer en format WTC. Ça vous permet vraiment d'avoir le suivi au même endroit et c'est vrai que même moi qui suis adepte de la feuille de papier ou du fichier texte sur un ordi derrière, eh ben, je vous avoue que j'ai été conquis par cette petite application. Je vous invite à l'utiliser. Autre chose que vous pouvez faire lorsque vous êtes un gros compétiteur ou du moins que vous voulez vraiment vous y mettre à fond et que vous n'avez pas la possibilité de faire 5 parties par semaine parce que il faut être physiquement présent, faire une table, trouver un joueur, ramener les armées, monter les décors et ça peut être long. Je vous conseille d'utiliser, même si dans mon utilisation personnelle, je pense pas que je le ferai des masses, même si je pense que j'en ferai quelques parties, je vous conseille d'utiliser le jeu que vous pouvez retrouver sur Steam qui s'appelle Tabletop Simulator. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description une petite vidéo faite par le copain de Bijorn Game qui vous explique un petit peu comment utiliser Tabletop Simulator et notamment avec lui la table qu'il a développée avec ses potes. Où c'est vraiment incroyable. Je l'ai vu l'autre jour, je l'ai vu en live avec lui, il me l'a un peu montré. Et c'est assez ouf ce que vous pouvez faire avec ce petit outil. Ça vous permet de simuler une partie de Warhammer 40 000 sans avoir à vous déplacer. Vous pouvez jouer avec votre pote. Et c'est ultra précis. Ça vous permet vraiment de comprendre plein de choses et de lire plus facilement une table. Alors ça va pas être conseillé aux débutants parce que c'est une simulation de partie, ça veut dire que les règles ne sont pas enregistrées à l'intérieur de Tabletop Simulator, c'est à vous d'appliquer les règles et donc du coup de respecter le jeu, mais la simulation est vraiment bonne, la modélisation est très très bonne, on est vraiment loin de ce que c'était au début, et je trouve vraiment que c'est un outil très intéressant lorsqu'on a envie de train à fond ou de tryhard avec des potes et qu'on n'a pas l'occasion d'aller dans son assaut tous les jours ou d'avoir une table de jeu à la maison, etc. etc. Ensuite, en 8e position, le fair play, les gars, et la communication vous aideront à vous faire des amis. Ou du coup, vous aideront à ne pas vous faire d'amis si vous abusez à ce niveau-là. Je vous conseille vraiment de respecter ça, parce qu'il n'y a pas plus impinable qu'un mec qui ne dit rien, qui fait des coups en douce, qui mise sur votre non-connaissance de son armée, sur des trucs obvious. Perso, j'en retire aucun plaisir. Parce que ça veut pas dire qu'on a mieux joué que son adversaire, ça veut juste dire qu'on a plus lu les règles. Je vois pas le mérite qu'on a à trigger son adversaire sur des petites capacités spéciales qu'on aurait pu dire, mec, fais gaffe, j'ai ça dans mon armée, fais gaffe, si tu fais ça, bah, je risque de te faire ça. Enfin, pour moi, ça s'appelle du savoir-vivre. Après, à très haut niveau, tout le monde connaît tellement bien les règles qu'on n'a même pas besoin de le dire à son adversaire. Mais à des niveaux plus bas, et notamment quand on démarre, c'est bien de tomber sur des gens qui ont du fair play. Donc pensez à en avoir vous aussi, à être courtois et à bien communiquer avec votre adversaire sur ce que vous faites, parce qu'on est de plus en plus basé sur un jeu d'intention. Vous avez placé votre figurine derrière un décor, pour vous elle est non visible, dites à votre adversaire, est-ce que tu es bien d'accord avec moi que ma figurine placée là, tu ne peux pas la voir quel que soit, et là, votre adversaire va regarder et dire « Ok, je suis d'accord avec ton placement ». Et pas, à la dernière minute, te dire « Ah, il y a un bout de la plume de ton Magnus, là, qui dépasse du mur. » Frère, si j'avais tourné Magnus comme ça, tu l'aurais pas vu. Donc, c'est du bon sens. Pour moi, ça reste du bon sens. Les gens ne l'appliquent pas, mais pour moi, c'est du bon sens. En avant-dernier, ne copiez pas bêtement une liste sans savoir la jouer. C'est insupportable, ça.
C'est insupportable parce que bah, ça m'est arrivé de tomber sur des gens qui maîtrisaient pas le jeu, même si je ne m'estime pas maîtriser le jeu, hein, mais qui du coup ont pris la dernière liste ultra fumée du moment et qui du coup ne comprennent pas lorsque ça ne marche pas parce que bah, ils ont pas compris les combos, les choses qu'ils pouvaient faire avec. Parce qu'en fait, vous avez beau jouer la meilleure liste du monde, bah, je vais prendre un truc qui me parle à moi. Vous avez beau avoir la meilleure guitare au monde, c'est pas pour ça que vous allez taper des solos de Steve Vai, quoi. Si vous bossez pas, vous allez très certainement taper des solos de Kurt Cobain bourré et complètement fonce-dé. Et c'était pas ouf. Donc, et encore, Kurt Cobain savait quand même jouer de la guitare. Donc bref, vous m'avez compris, copiez pas des listes sans savoir les jouer, copiez pas la méta sans la connaître parce que ça va même pas vous apporter quelque chose de positif et je pense que ça peut plus vous frustrer qu'autre chose. Et en plus de ça, vous allez passer pour un débile si vous savez pas jouer votre liste. Je sais de quoi je parle quand je vous dis ça, les gars. Moi, c'est encore pire, je prends même pas des listes méta et en plus, je ne sais pas les jouer. C'est 4 fois pire. Ne faites pas comme moi, ne soyez pas comme moi. Et le dernier petit conseil, les gars, hein, bah, il est simple. Amusez-vous. Il y a plus grave que de perdre une partie de Warhammer 40 000. On joue avec des bonhommes en plastique, on est des grands, on est des adultes, on est responsables, on a plein de choses qui nous arrivent dans nos vies. Ce n'est pas l'endroit, le hobby n'est pas l'endroit où ça doit être, où on est dans la souffrance, où c'est quelque chose qu'on subit. Ne subissez pas, ne faites pas subir, amusez-vous, c'est que du bonheur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous mettez le pouce bleu, vous abonnez, vous avez l'habitude, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, salut les roommates.